Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a encore quelques personnes qui vont arriver, mais on va pouvoir commencer, ça va les faire venir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'étude des métabolites et le potentiel en agronutrition avec trois axes différents qui vont être abordés et qui sont complètement complémentaires, justement. On va commencer par parler de bactériocine avec le professeur Jamel Drider. Ensuite, nous parlerons du développement d'actifs en pharma et en nutraceutique inspirés du monde végétal par le professeur Frédéric Bourgault de PAT. Et puis, nous discuterons de métabolomique au service de l'agroalimentaire avec un exemple de la chicorée présenté par Philippe Hans. Je me permets de rapidement vous présenter les prochains événements de Clubster NSL. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet où vous retrouverez la liste complète de nos événements. Donc là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais je vais aussi vous parler de Nutriven, qui est notre convention d'affaires européenne en nutrition et qui se tiendra donc en digital du 25 au 28 janvier 2021. Voilà, quelques petites informations logistiques. Vous avez pu le voir, donc on enregistre le webinaire, donc vous aurez accès au replay avec toutes les informations et les présentations des différents intervenants. Pendant les présentations, merci de garder votre micro coupé pour qu'on évite toutes les nuisances sonores. Et je vous invite à partager vos questions, vos réflexions, vos remarques via un onglet dédié donc, qui est le chat que vous pouvez retrouver sur votre droite. N'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure des interventions. Moi, à chaque fois, je ferai un temps après la présentation pour qu'on puisse remonter vos questions. Voilà, donc je propose, c'est à vous Jamel, je vous donne la main comme présentateur pour que vous puissiez faire votre intervention. On voit votre écran, c'est tout bon. Votre micro est coupé par contre. Voilà, donc avant de commencer, Merci. Merci Marine. Donc avant de commencer, je voudrais vous remercier, Marine, mais aussi Jean-Louis Hubert, directeur de notre laboratoire, de m'avoir mis dans cette groupe pour vous présenter aujourd'hui un travail sur les bactériocines. Je voudrais d'abord m'excuser parce que les diapositives sont en anglais et à l'évidence, je montrerai en français. Donc je suis Jamel Hubert, professeur de Lille. Je travaille actuellement à l'UMRT Bioéco Agro 1158, qui est une unité de recherche transfrontalière avec la Belgique. Donc, si vous voulez des informations, des contacts pour un éventuel échange, voici mon lien ou ma page professionnelle à l'Université de Lille. Donc, pour ce travail sur les bactériocines, on ne peut pas commencer au fait à parler de bactériocines sans aller à l'épicentre, c'est-à-dire au précurseur de ces molécules, qui est en l'occurrence le monsieur que vous voyez ici. C'est le professeur André Garcia, donc un professeur né en Belgique, qui a fait une partie de sa carrière donc, à l'Université de Bruxelles, puis à Liège, donc à l'Université de Liège. Il a eu aussi des séjours à Pasteur à Paris, puis à Rockefeller aux États-Unis. Donc, ce monsieur a découvert une molécule qui s'appelle la colicine. Et si vous regardez l'année de découverte de cette molécule, on est pratiquement à l'année de la découverte de l'ère des antibiotiques, la découverte au fait de la pénicilline. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les bactériocines? Eh bien, ce sont des peptides antimicrobiens qui sont synthétisés par voie ribosomique, qui suivent un schéma de production plutôt des métabolites primaires. Elles sont de nature protéique. Elles ne sont pas cytotoxiques, généralement actives contre des souches phylogénétiquement proches, c'est-à-dire une bactériocine produite par un gramme plus. Elle sera plus facilement active contre des souches à gramme positif. Cependant,
on voit régulièrement maintenant des bactériocines produites par des Gram+ qui auraient une activité contre les Gram-. C'est pour ça que je mets le nez en jaune ou en gras. Ces molécules sont plutôt stables à des pH et températures extrêmes. Elles sont produites, comme je viens de vous le dire, par des bactéries à Gram négatifs, mais aussi par des Gram positifs. Il y a plus de 300 bactériocines répertoriées à ce jour, mais il n'y a pas une seule classification commune ou un schéma de classification commun admis à l'échelle universelle. Donc, il y a des classifications qui sont régulièrement mises à jour. Les bactériocines produites par les bactéries Gram négatifs, ce sont essentiellement ce qu'on appelle les polycines. Vous en avez au fait plusieurs classes, de classe 1, de classe 2. Les classes 1, donc c'est de petits peptides, c'est une protéine de petits peptides avec les modèles qu'on appelle les lacopeptides. Et puis vous avez des classes 2 un peu plus grands qu'on appelle les cytophénirophes. En ce qui me concerne, je travaille plutôt sur les bactériocines produites par les bactéries à Gram positifs. Le gros du bataillon, je dirais, produit par les bactéries lactiques. Cependant, on trouve des bactériocines produites par des bacillus, des staphylocoques, des streptocoques. Et comme ça a été indiqué, il y en a plus de 300 actuellement qui sont connus dans la littérature. Donc, si vous voulez faire un petit peu de référence, deux ouvrages de référence, donc il y a un livre sur les bactéries lactiques où on parle également de bactériocines, mais vous avez également un ouvrage à droite de l'écran qui parle des peptides antimicrobiens dans les bactériocines à l'évidence. Donc, le premier ouvrage, je l'ai coordonné avec Hervé Prévost, qui est prof à Oniris à Nantes, et le deuxième avec Sylvie Rebuba, qui est prof au Muséum d'Histoire nationale à Paris. Comment agit une bactériocine contre une bactérie pathogène? Eh bien, ça dépend de quelle bactériocine. Celles qui sont produites par les Gram-, donc les polycines, les microcines, en fait, elles ont un schéma assez particulier. Donc là, c'est l'architecture cellulaire de l'enveloppe des bactéries à Gram négatifs. Elles reconnaissent un récepteur, ensuite un translocateur les ramène dans le système plasmique. Puis ensuite, il y a des protéines, voilà des protéines qu'on appelle des protéines membranaires TOL et TON qui vont leur fournir au fait de l'énergie et tout simplement pour s'insérer dans la bicouche lipidique. Et ensuite, le travail est facilité par une nucléase. Donc, voici la publication de référence si vous souhaitez regarder plus amplement ce mode d'action. Concernant les bactériocines à Gram positif, celles qui sont produites par les bactéries lactiques en l'occurrence, elles ont deux modes d'action. Quand elles sont à des concentrations très faibles de type nanomolaire, elles agissent sur des cibles cellulaires. Sinon, quand à des concentrations plus élevées, micromolaires, elles forment des pores, à l'instar de ce qu'on venons de voir. Justement, en ce qui concerne la formation de pores, les bactériocines produites par les bactéries lactiques, ce sont des peptides membranotrophes chargées positivement. Donc, elles interagissent avec la bicouche lipidique qui sont chargées négativement. Pareil, elles font des pores qui durent quelques millisecondes. Et puis, le contenu intracellulaire sera perdu, donc une perte d'éléments essentiels, une déplétion, donc une perte d'ATP. Donc, tout ça quitte le cytoplasme et la bactérie devient un véritable cadavre. Et là, vous avez un exemple sur l'Listeria, monocytogénèse traitée par une bactériocine en microscopie électronique. Là, c'est quelques cibles, je donne un titre de culture générale. Donc, les cibles reconnues par les bactériocines, des bactéries lactiques, on trouve des systèmes de transport de sucre, comme le mannose. On trouve le lipide 2. Ça, c'est également reconnu par certains antibiotiques a priori. Et on a d'autres systèmes, vous voyez, comme les systèmes Z indépendants de métallopeptidase, les systèmes UPP et d'autres qui sont décrits dans la littérature. Donc, il y a quelque chose à réfléchir sur les modes d'action qui sont des éléments très importants, très déterminants pour la valorisation de ces métabolites. Maintenant, ça, c'est d'une manière plutôt comparative. Sur l'écran, j'ai repris une figure ou un tableau publié dans une revue par un collègue et un ami japonais, Kenji Sonomito,
En fait, il montre un petit peu les différences entre les bactériocines et les antibiotiques. À l'évidence, les bactériocines sont quelque part, sont aussi des antibiotiques, elles ont une activité anti-vie. Et là, vous avez les éléments, les items portés, l'application, la synthèse, etc. Et donc, ça vous fait, au fait, vous avez des différences. Vous voyez que, par exemple, en ce qui concerne les voies de synthèse, on passe sur le ribosome, comme je l'ai dit en début de mon introduction, alors que les antibiotiques au sens propre du terme, ils sont plutôt des métabolites secondaires. Les spectres sont discutables, donc ici très étroits et ici plus larges. Voilà, donc il y a énormément de différences, à la fois sur les voies de synthèse, mais également sur les applications, etc. Maintenant, on va faire un petit point sur les données en fait, relatives aux bactériocines actuellement. Donc, la dernière fois que j'ai consulté une base de données que tout le monde connaît, qui est la base de données en fait, de référence, le PubMed, donc il y avait 10 310 articles juste avec un mot-clé bactériocine. Et comme vous voyez, en fait, l'évolution est plutôt dans une phase plutôt d'accélération. Donc, il y a un intérêt pour l'étude de ces molécules. Et comme vous le voyez sur ce fromage, en fait, sur cette répartition, et on s'intéresse à ces molécules un peu partout dans le monde. Et en France, en fait, on représente à peu près un peu plus de 4% de cette production mondiale sur les bactériocines. Donc, il y a un mouvement, il y a un intérêt pour ces molécules parce que, en fait, elles ont des activités biologiques extrêmement intéressantes dont je vous parlerai un peu plus tard. À l'évidence, il y a des bases de données qui se mettent en place. Certaines sont tenues en jour, d'autres non. Donc, il y a des bases de données que vous pouvez éventuellement consulter, plus particulièrement Bactibase. Voilà, donc en ce qui concerne les fonctions de bactériocines, contrairement aux antibiotiques, c'est-à-dire les drogues, les bactériocines, elles ont des propriétés multifonctionnelles, comme toutes les petits antimicrobiens. Donc, on peut trouver une bactériocine en dessus d'avoir une activité antibactérienne. Elle peut avoir une activité antivirale. Elle peut, au fait, tout simplement provoquer des synergies ou induire des synergies avec des antibiotiques qui sont parfois en perte de vitesse. Elles peuvent jouer un rôle comme régulateur de microbiote, des activités contre les cellules cancéreuses. Donc, ça reste exploratoire, mais ça mérite d'être étudié un peu plus amplement à l'avenir. Et puis, vous avez également une application au niveau des plantes, notamment des rhizosphères. Il y a des pseudomonas, des bacillus qui produisent des bactériocines et qui peuvent tout simplement se défaire de bactéries ou de micro-organismes phytopathogènes. Et bien sûr, on peut les utiliser comme sédatifs dans l'alimentation. Là, vous avez deux revues de référence que j'ai publiées sur l'aspect justement sur le volet multifonctionnel des bactériocines. Bien, on va faire une transition directement, une incursion dans le domaine alimentaire. La bactériocine la plus connue, c'est la lysine. La lysine, c'est un bactériocine de 34 acides aminés, connu depuis très longtemps également. Je veux dire depuis, vous avez au fait ici une dimension temporelle en fait, de la découverte de la lysine, son application, etc. Donc, la lysine, c'est un glycoside de 34 acides aminés qui est commercialisé. Donc, c'est le seul à trouver actuellement d'être autorisé sous forme d'additif alimentaire sous la référence E234. La lysine, c'est un peptide dont il est produit. Il subit des modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire qu'ensuite, il va contenir des acides aminés qui ne sont pas dans les 20 acides aminés classiques, mais on peut retrouver certains acides aminés assez atypiques qui sont soit la lanthionine, la bêta-méthyllanthionine et l'hydroalanine. Mais ça reste une bactériocine la plus étudiée et de loin la plus étudiée dans le monde. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est le timeline depuis la découverte au fait de la lysine, son application, son introduction, sa reconnaissance par les agences. La lysine est commercialisée sous forme de nizapine. Ce n'est pas un produit pur à l'évidence, mais c'est un
produit qui est je veux dire, qui est commercialisé avec d'autres ingrédients, etc., pour maintenir sa stabilité et des niveaux de production qui sont plutôt bas. Il y a d'autres molécules, d'autres bactériocines ou de souches produisant des bactériocines que vous avez ici, donc je ne vais pas toutes les citer, mais vous pouvez en fait jeter un œil sur ces molécules-là qui sont commercialisées par de grandes entreprises pour faire soit des fleurs de barrière ou des choses de ce type-là. Là, c'est une expérience que je voudrais partager avec vous sur l'application à la fois des bactériocines ou encore des souches qui produisent des bactériocines, parce que les deux, en fait, vont de pair. Donc, on peut utiliser plus facilement une souche qu'une bactériocine pour des problèmes de réglementation. Là, c'est une expérience, un travail que nous avons fait à l'époque, mais qui mérite d'être remis en surface. Donc, c'est bientôt aussi la période des fêtes. Donc là, vous avez aussi du saumon fumé. Et on a simulé tout simplement une contamination avec une bactérie qui s'appelle Listeria monocytogenes, que vous voyez ici en microscopie électronique. Et puis, donc, le produit est laissé pas en incubation, donc est mis en 4 degrés pendant plusieurs semaines, 5 semaines, et on regardait à l'intervalle de temps régulier le développement de Listeria sur cette matrice alimentaire. Et comme vous le voyez, après 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, Listeria, au fait, a une vitesse de croisière très importante qui dépasse la ligne rouge que vous voyez ici, qui en réalité correspond au fait au seuil d'acceptabilité de Listeria dans ce type de produit alimentaire. Là, sur la figure centrale, c'est que vous avez Listeria monocytogenes toujours dans la matrice saumon, que nous avons contaminé, en fait, donc le saumon que nous avons contaminé avec Listeria, et on a rajouté une souche qui s'appelle Carnobacterium univergens 41. Donc c'est une bactérie lactique isolée de la truite, donc des viscères de la truite, et cette souche, elle produit 7 bactériocines. Et vous regardez tout simplement la même expérience, et là donc les prélèvements de Listeria, donc ça laisse. Donc, ça maintient Listeria sous le seuil d'acceptabilité de 100 UFC par gramme. Donc, ce n'est pas une norme, mais c'est plutôt un accord. Et là, c'est tout simplement notre expérience avec Listeria, avec le saumon, dans lequel nous avons en fait mis toujours cette bactérie hautement pathogène, auquel on a rajouté une souche isogénique, ça veut dire une souche qui dérive de Carnobacterium univergens 41, mais qui ne produit pas la bactériocine. Et nous l'avons obtenu par mutagénèse chimio-induite. Et cette souche, tout simplement, à la différence, ne produit pas la bactériocine. Nous avons très bien caractérisé ce mutant. Et vous voyez, en mettant ce mutant dans le saumon, vous voyez que Listeria, finalement, reprend sa vitesse de croisière. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est bien la production de la bactériocine dans le saumon fumé qui était responsable tout simplement de l'inhibition de Listeria monocytogenes. Ce travail donc, a été publié, c'est cela d'un petit instant déjà, dans le cadre de la thèse de Christelle Richard. En plus de cette démonstration de cette preuve d'inhibition de pathogènes sur des matrices alimentaires, le fait d'ajouter au fait une souche bioprotectrice n'entraînait pas au fait un danger particulier. Donc, vous voyez sur la droite de l'écran qu'il n'y avait pas une induction d'anémie biogène dans des lots de saumon, comment on appelle ça, inoculés avec la souche de Carnobacterium univergens 41. Comme vous le savez, les anémies biogènes, c'est dangereux. Mais d'un point de vue en fait, métabolique, on peut les générer à partir de la décarboxylation de certains acides aminés. Donc le fait d'avoir des souches qui pourraient en fait, avoir des décarboxylases n'a pas entraîné, en fait, comme vous le voyez ici, ni une production d'putrécine, cadavérine, histamine ou tyranine. Et la souche, comme vous voyez sur la partie gauche de l'écran, elle s'installe plutôt d'une manière confortable. Vous avez une bleu, un T égale 0, et là, ce sont des autres bactéries lactiques. Voilà en ce qui concerne la biopréservation, mais cela, ça fait en fait
des idées. Donc, à l'époque, il y a une entreprise qui s'était créée, qui est toujours active dans la banque de Nantes. Donc, ça s'appelle Métis. Et donc, comme vous voyez, le concept de la biopréservation est quelque chose qui est admis. C'est quelque chose qu'il faut mettre en application, donc avec plus d'ouverture, soit en utilisant des souches productrices de bactériocides, soit des bactériocides, tout simplement parce que ça permet de relever, d'enlever les additifs chimiques et ça va répondre aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs de ce type de produit où il y a moins de molécules chimiques. Donc voilà, ça c'est un petit peu de publicité au passage pour cette entreprise nantaise. Donc on vous explique le principe de la biopréservation. Là en fait, comment ça se fait et puis les produits sur lesquels travaille cette entreprise. Donc il ne faut pas hésiter. Donc il y a des champs d'application qui sont ouverts pour ces métabolites. Maintenant, je vais revenir à une bactériocine qu'on appelle amicalement au laboratoire entérocine DD14. Ça porte mes initiales, mais ça porte aussi développement durable. Voilà, donc c'est donc une étude au fait entamée il y a longtemps ici au laboratoire. On a pris des échantillons de méconium à l'hôpital de Roubaix et on voulait isoler des bactéries capables de produire des bactériocines. Donc c'était un projet de thèse. On est allé comme ça à la pêche d'une manière au fait naïve, mais déterminée tout simplement à regarder si cette niche pouvait être exploitée dans la recherche de métabolites à haute valeur ajoutée. Donc on a isolé plusieurs souches d'Enterococcus. Une s'appelle Enterococcus fecalis 14, mais il y en a d'autres. Donc, cette souche d'Enterococcus fecalis, elle montrait une activité contre l'Listeria monocytogenes. Elle avait une activité contre le Clostridium perfringens. Elle est également active contre un entérocoque, comme par exemple le fecalis résistant à la vancomycine. Vous savez que cette souche, elle a fait l'objet, en fait, a été isolée aux États-Unis lors d'une pandémie. Et ensuite, par contre, il n'y a pas d'activité contre le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, mais nous avons su, en fait, détourner, ou contourner ou tacler cette résistance du SARM. Donc, le message à prendre à la maison, c'est que cette bactériocine, mais aussi, je reviendrai sur ses sœurs, en fait. Donc, le message à prendre, c'est qu'elle est active contre les bactéries à graines positives, sur des pathogènes à graines positives, à travers la production d'une molécule extracellulaire qu'on appelle la DD14. Donc, l'histoire de la DD14 est en 2015, donc elle est plutôt récente, mais nous avons quand même des succès, puisqu'il y a des publications et des projets à l'appui. Le premier travail, c'était tout simplement de séquencer, de regarder, de faire des analyses de masse avec des experts au sein de plateformes et au sein du laboratoire, et d'arriver à mettre des acides aminés composant cette bactériocine. Avec les séquençages massifs de génomes et la facilité d'accès à ces technologies, nous avons séquencé le génome de cette bactérie, donc et retrouvé les gènes codants pour cette bactériocine. Et là, vous voyez tout simplement un système de prédiction. Elle est prédite à partir d'un logiciel. Et comme vous voyez, tout simplement, c'est une peptide avec. Donc, c'est une bactériocine à 2 peptides qui a la particularité de ne pas avoir de séquence leader. Et donc, c'est ce qu'on appelle une peptide sans séquence leader et qui a une particularité. Quand elle est synthétisée, elle serait déjà active à l'intérieur du cytoplasme cellulaire. D'un point de vue fondamental, il y a beaucoup de questions à creuser. C'est comment la bactérie se protège contre sa propre bactériocine déjà active au milieu cytoplasmique. Bien, donc cette bactériocine a fait l'objet de plusieurs projets. L'un des projets, c'est de voir son activité contre Clostridium perfringens. Pourquoi cette bactérie? Parce que cette bactérie est très redoutée en médecine vétérinaire, notamment dans le secteur de la volaille, parce qu'elle induit tout simplement une maladie qu'on appelle l'entérite nécrotique. Là, vous avez une image d'un intestin qui est infecté à Clostridium, et là, d'un intestin qui serait plutôt normal.
Donc, cette bactériocine qu'on appelle la DD14 a montré une activité contre plusieurs souches de Clostridium prélevées en collaboration avec des collègues et des amis aussi, je précise, de l'école vétérinaire de Liège. Donc, on a de belles activités contre différentes souches de Clostridium perfringens. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'utiliser une ingénierie de nanoparticules. Donc, on a généré des molécules de nanoparticules avec un collègue de l'INM. Et comme vous voyez, les nanoparticules d'alginate n'ont pas d'activité contre les souches, mais le fait d'absorber, c'est-à-dire de greffer cette molécule sur les nanoparticules, on améliorait d'un facteur de 4. Donc, pour certaines souches, l'activité de cette molécule. Et bien, donc, de là, on s'est posé la question. Là, vous avez les images de nanoparticules comme d'alginate. Là, on s'est tout simplement posé la question, est-ce que le fait de traiter un Clostridium perfringens par on va dire par une nano-formulation, une nano-antibiotique, par une formulation nano-antibiotique, est-ce qu'il y avait un effet sur l'expression des gènes codants pour la synthèse de toxines? Oui, la réponse est oui. Donc là, vous avez le gène de la toxine NETB, mais vous avez une des toxines impliquées dans l'installation de Clostridium perfringens par voie de séquence qui facilite l'entérite nécrotique. Donc, vous avez la combinaison nanoparticules bactériocine permet un gain d'activité extrêmement important, et ça pourrait être une opportunité pour utiliser en médecine vétérinaire. De la même manière, on a regardé, rappelez-vous, pour le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Donc, l'antérocine 14 ou sa sœur, la 28 ou la 93, en réalité, ce sont les mêmes bactériocides. Elles sont tout simplement, en fait, on les a testées contre une souche de sarne prélevée chez un patient âgé. Et ce sarne était déjà résistant à la kanamycine, il est résistant à l'érythromycine et il est résistant à notre molécule. Donc, on s'est quand même posé la question, qu'est-ce qui va se passer le fait de combiner la kanamycine, l'érythromycine avec notre molécule? Et bien, c'est d'une manière tout à fait surprenante. Ça a créé des effets synergiques. Et comme vous voyez ici, la CMI de l'érythromycine est sous le point critique. Et du coup, ça a permis de sensibiliser le SARM dans cette combinaison antibiotique bactéricide. Ici, vous avez des courbes de bactéricidie qui confirment parfaitement cette synergie entre la bactériocine et les antibiotiques. Donc ça, c'est une approche, c'est une vision tout simplement qui permet tout simplement d'utiliser moins d'antibiotiques et de prolonger leur temps de vie. Donc c'est une proposition qui mérite d'être soulevée. On revient sur toujours nos bactériocines, en l'occurrence la 14. On s'est dit, voilà, on a vu une activité au fait in vitro sur le SARM. Est-ce que ça pourrait perturber le microbiote intestinal de la souris? Est-ce que ça pourrait induire des altérations histologiques des principaux organes, etc. C'est des questions de base pour aller vers l'in vivo, etc. Donc pour cela, avec les collègues de l'université en Algérie, on a tout simplement fait de l'expérimentation animale dans laquelle on a tout simplement fait un design de groupe. Dans un premier temps, c'est sur 5 souris. Comme vous voyez ici, c'est un groupe contrôle. Le deuxième groupe a été infecté toujours par la même souche que nous étudions depuis 2015, de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Donc, on a injecté donc 10 puissance 8 à ces souris via par le péritoine. Le troisième groupe infecté par le SARM et reçoit l'antibiotique. Le quatrième groupe, il a reçu au fait le SARM plus dans la bactériocine. Le cinquième groupe, il reçoit au fait le SARM et puis le mélange de biomolécules. Ce travail a été fait sur une période de 4 jours, 96 heures, avec l'assistance d'un vétérinaire en respectant les règles éthiques. Injection par le péritoine de 10 puissance 8 CFU par millilitre sur une unité hologénique qui a été utilisée dans ce travail. On a tout simplement regardé un facteur qui est un facteur clinique, c'est la perte de poids. Et pour aller tout simplement droit au but,
vous voyez que ici, c'est le groupe en fait, qui a reçu, en fait, c'est le groupe contrôle. Donc là, vous avez dans la légende un petit peu les traitements. Et ça, c'est le groupe en fait, qui a reçu le SARM, infecté par le SARM et qui a reçu les 2 molécules. Et vous voyez, d'un point de vue clinique, c'est ce groupe-là qui semble récupérer un petit peu mieux ou mieux que les autres groupes, notamment celui qui a reçu uniquement le SARM. On a ensuite choisi de prendre une seule souris et de regarder l'euthanasier, puis de regarder tout simplement de faire des coupes histologiques et de regarder tout simplement l'impact de cette infection, de ce challenge, mais aussi l'impact de ces traitements sur des organes vitaux. Là, vous voyez en fait les observations sur le côlon, les observations sur le foie et la rate, c'est ça. Et là, c'est tout simplement le groupe au fait témoin qui n'a rien reçu. Et là, pardon, c'est le groupe au fait qui a reçu, qui a été infecté avec le staph et qui a reçu les 2 molécules en même temps. Et s'il y a des analyses profondes à faire, qu'on vient en fait de publier, c'est tout simplement qu'on a en fait des ressemblances, on a moins d'altérations, on a moins d'injures. C'est-à-dire que le fait d'infecter avec le SARM et de traiter avec ces 2 biomolécules, on arrive quand même à protéger la souris, contrairement à ce qui a été fait avec l'érythromycine toute seule, l'érythromycine toute seule. Voilà. On a également profité de ces données pour faire un petit peu de métagénomique ou de métagénétique, comme on dit en Belgique. Et là, on a regardé tout simplement la diversité alpha de plusieurs paramètres qui caractérisent une étude métagénomique, à la fois sur les phyla, mais aussi sur les genres. Et tout simplement, de la même manière, au fait, ce qu'il faut retenir comme message, c'est que le composé, au fait, le groupe qui a reçu le SARM et qui a reçu également les 2 biomolécules ne perdait pas en biodiversité. Donc là, les 2 travaux sont compilés, sont jumelés dans une publication qui sera prochainement dans les bases de données. En message à prendre, quels sont les avantages et le principal message à prendre à la maison, c'est qu'il y a une activité de bactéricide in vitro, donc c'est métabolites in vitro sur des souches pathogènes. Il y a également des activités in vivo, donc il y a tout simplement une compatibilité à la fois entre les data générés in vitro et les data générés in vivo. Ces molécules semblent protéger en fait, les tissus contrairement aux antibiotiques et assurer une stabilité du microbiote intestinal. Maintenant, quelles sont les limites et les challenges de ces molécules? Comme je l'ai dit, ce sont des molécules de nature protéique. Qui dit protéine, ça veut dire sensibilité aux protéases. Et vous savez, dans le système gastro-intestinal, qu'il soit humain ou animal, il y a donc des conditions très difficiles à affronter pour ces molécules. L'acidité, les sels, les enzymes, etc. Donc, le premier facteur, c'est tout simplement comment tout simplement se défaire ou comment tacler l'instabilité dans le système gastro-intestinal. Donc, il y a plusieurs approches et plusieurs façons de voir les choses. L'ingénierie des molécules pour faire des peptides circulaires. Il y a aussi les nanoparticules, les encapsulations, etc. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle il y a de la réflexion. Quelles sont également les limites et les challenges concernant ces molécules? Il y a d'abord la faible production par les systèmes natifs. Une souche qui produit une bactéricide, elle en produit en fait très peu. Comme vous l'avez vu au début, il suffit d'une concentration nanomolaire pour avoir une activité antibactérienne, mais les concentrations produites restent relativement faibles. Les coûts de production qui restent élevés, donc la lysine et la lysine, ça coûte cher. Les systèmes de production, donc là, il faut la dimension en fait écologique qu'il faut intégrer, puis les aspects de régulation, de loi et de textes tout simplement à mieux appréhender et à mieux en fait affronter. Ce qui est proposé, il y a plusieurs pistes. La première, c'est de les produire en système hétérologue, y compris à partir de gènes synthétiques. Donc ça, nous avons déjà produit la première bactériocine que vous y montrez
sur le saumon, qui est utilisée pour la biopréservation du saumon. Donc, on l'a produite à partir d'un gène synthétique avec des niveaux extrêmement intéressants. On peut penser à la synthèse chimique et à une augmentation en échelle. Je peux dire qu'au laboratoire, on fait aussi de génétique des souches. On arrive maintenant avec un collègue à surproduire la lysine, donc un facteur assez important. Et là, il y a un brevet qui est en cours avec la SACNOR, et puis il y a des perspectives de valorisation industrielle. Voilà, donc je ne voudrais pas remercier toutes ces personnes, mais je suis quand même redevable à toutes ces personnes qui ont travaillé ou qui ont contribué à la success story de cette molécule. Donc, je voudrais juste au fait remercier Ahmed, puisque c'est lui qui a été à l'origine de faire les premiers isolements à partir de méconium. Ahmed est actuellement enseignant à Tikar en Irak. Delphine qui a travaillé sur la partie au fait d'identification du peptide et particulièrement dans une entreprise en Écosse. Adrien qui travaille actuellement avec sur un projet de la région sur la génétique de cet enterocé avec Avia Laguzi. Excuse-moi en cas. Merci à toutes ces personnes qui ont travaillé de près ou de loin. Merci de m'avoir écouté et je reste disponible en cas de questions. Merci à vous. Un grand merci, Jamel, pour cette présentation très riche et qui nous permet d'entrevoir un grand potentiel et différents champs d'application et aussi des effets de synergie. Donc, vraiment, merci pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On en a déjà 2 qui sont arrivées, donc je vais vous les partager, Jamel. Alors, 2 questions de Julien Caz. Donc, la première, est-ce qu'il est connu dans quelle proportion les bactériocines sont un driver capable d'influencer l'écosystème du microbiote intestinal versus les autres drivers, comme l'alimentation, l'âge, l'environnement, le mode de vie? Est-ce que vous avez bien entendu la question? Oui, moi j'ai entendu la question, mais Julien, si vous voulez bien me préciser au fait ce que vous entendez par driver, parce que les bactériocines, en fait, de leur taille, ça peut au fait, et leur passage, au fait, leur installation, elle peut tout simplement se défaire de certaines bactéries pathogènes et permettre par exemple l'installation des souches probiotiques. Au fait, dans la sélection des souches probiotiques, la valence production de bactériocides est considérée comme étant un facteur déterminant ou majeur tout simplement dans cette perspective. Je ne sais pas, Julien, si c'est ce que vous voulez, ou sinon on peut aussi échanger par mail. Oui, Julien, vous pouvez remettre votre micro si vous le souhaitez pour échanger directement. Oui, bonjour. Alors, en fait, c'est un sujet que je découvre, donc je n'ai pas beaucoup de compétences dans le domaine, mais je m'intéresse par ailleurs à l'écosystème du microbiote, mais des microbiotes et en particulier de celui intestinal. Donc, la question que je me posais, c'est, je vois qu'il y a des bactériocines donc, qui sont endogènement produites par les bactéries de notre intestin, mais certaines que l'on pourrait également absorber à travers donc des ingrédients fabriqués, comme des additifs. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure ça va jouer un rôle suffisamment important pour avoir un effet sur l'équilibre. Je vois que vous avez parlé de diversité alpha et bêta sur l'équilibre du microbiote et en quelle proportion ça peut rétablir finalement des microbiotes qui seraient peut-être mal équilibrés et les ramener vers un état d'équilibre dont on sait que par ailleurs ça peut jouer un rôle sur tout un tas de fonctions métaboliques en aval, et notamment moi je pense à l'obésité et aux tissus adipeux, qui est un sujet sur lequel je travaille. Je ne sais pas si j'ai répondu partiellement. Je pense que les bactériocines, déjà le fait qu'elles soient produites en système endogène, comme vous dites, c'est une façon en fait d'assurer l'équilibre d'un microbiote, notamment en cas d'infection. On est par exemple le cas du Clostridium difficile, etc. Donc ça, c'est pour moi l'avantage, c'est que la souche, on peut le voir dans un premier temps côté souche,
à favoriser plutôt l'installation, en fait, d'avoir un probiotique, je veux dire, bien choisi, producteur de bactériocines, qui pourrait, au fait, être une forme, au fait, de flore ou de souche de prédilection. Moi, je veux dire, tout simplement, du fait de l'environnement, l'acidité, etc. Moi, je pense tout simplement que l'approche qui serait intéressante, c'est tout simplement de favoriser des souches productrices de bactériocines. Mais après, c'est un peu difficile de répondre à cette question, parce que tout ce qui est fait sur la stabilité des microbiotes, il est émergent, et je n'ai pas suffisamment de recul sur une lutte contre l'obésité que vous indiquez. Mais par contre, je suis prêt à réfléchir. Mais je suis prêt à réfléchir sur cette question si vous souhaitez. Mais une chose est certaine que, je veux dire, pour moi. Disons que pour résumer, la question de fond, en fait, c'est est-ce que ça peut être considéré comme une fonction finalement nutritionnelle, c'est-à-dire ça marche bien pour maintenir des équilibres, mais si le métabolisme est en équilibre, il n'y a pas de raison finalement de rajouter ce type d'ingrédients, en tout cas, ou d'en faire la promotion par sélection de la promotion de souches dans l'intestin. Ou alors, par ailleurs, est-ce qu'à l'opposé, elles ont des fonctions qui seraient presque plus d'ordre pharmacologique, telles que les antibiotiques, ou en tout cas pharmaceutiques, avec un effet beaucoup plus puissant et beaucoup plus enclin à modifier l'état du microbiote, indépendamment d'un équilibre nutritionnel normal. Voilà, c'était ça la question un petit peu de fond, mais mais je pense que vous avez raison, mais les deux c'est vrai dans les deux cas, au fait, parce que pour les aspects pharmaceutiques, moi, je ne voudrais plus qu'on parle du potentiel des bactéricides, mais tout simplement de leur application. Parce que je vais juste répondre un peu plus amplement sur cette question-là. Il y a un problème avec les antibiotiques et les perspectives qui sont annoncées, tout simplement si on regarde un petit peu les rapports, les projections des épidémiologistes, de données, etc., on sait qu'on va vers une crise qui est annoncée en termes d'antibiothérapie. Donc, je veux dire, si on peut, au fait, utiliser ces molécules dans certains cas sur des applications locales ou sur des applications vétérinaires, il ne faut pas attendre 2050 quand il y aura 10 millions de morts annuellement, comme c'est annoncé par bien que le rapport ONEL depuis quelques années maintenant, pour agir. Donc, je pense que la partie pharmaceutique, il faut la travailler, il faut la travailler pour les antibiotiques, il faut la travailler également pour le versant activité antivirale. Il y a des bactériocines avec des activités avérées sur des virus de la peau, sur des virus de type des herpès viridés, qu'il soit le HSV1, qu'il soit le HSV2, c'est-à-dire le nasolabial ou le vaginal. Je veux dire tout simplement pour éviter le recours à des molécules chimiques qui sont traditionnellement utilisées. Donc la partie, au fait, application en pharmacie, moi je pense qu'elle n'est plus à discuter. Elle est à mettre en place et vite. En revanche, sur la partie de la nutrition, c'est une approche qui est plutôt à exploiter, mais pour moi, il y a des souches tout simplement qui sont dans l'écosystème, qui sont en faveur de la prise de poids, etc. Donc, il y a un rôle de régulateur de ces souches à faire. Donc, il y a forcément un effet direct sur le poids. D'accord. Mais on peut approfondir en aparté ce que j'entends par là. Oui, mais ça peut être une occasion de discuter du sujet en aparté complètement. Merci. Avec plaisir. Je vous en prie. Merci, je vous propose à passer aux autres questions parce qu'on en a encore. Alors, on en a trois, encore une de Julien Caz, donc sur les. Est-ce qu'on connaît des bactériocines qui interagissent avec les micro-ARN? Si rapidement vous pouvez répondre, comme ça, on pourra répondre à toutes les questions, s'il vous plaît. Pour l'instant, je n'ai pas connaissance de ça, mais après, on peut regarder. Mais les principales fonctions, je les ai énumérées tout à l'heure. Mais c'est bien aussi. Très bien, à explorer en effet. Une question de Frédéric Bourgault. Donc, dans quel système de biosynthèse hétérologue on peut fabriquer du coup les bactériocines? Dans quel système de biosynthèse, puisqu'elles sont antibiotiques, donc que ça peut potentiellement poser problème?
Non, non, il y a eu, au fait, j'avais signalé en ce qui concerne la diversité 41, on a fait chez Richia coli des souches plus particulièrement d'origami. On le fait maintenant en laboratoire sur des souches d'Escherichia coli, mais après, c'est bien contrôlé chez coli. Il y a aussi les levures, notamment Fischia pastoris, en fait. Donc ça a été fait et ça marche plutôt bien. Merci. Et une dernière question. Donc, pourquoi avoir sélectionné le méconium pour isoler cette souche et cette bactériocine et pas un microbiote plus mature? Après, je voudrais répondre par une boutade. Le méconium, il ne faut jamais le jeter parce qu'on a failli avoir, en fait, on va avoir 2 brevets avec le méconium. Dans ce cas-là, donc ne jetez jamais le méconium qui peut être source de richesse. Maintenant, je vais être un peu plus sérieux. En fait, quand on a commencé à regarder un petit peu les écosystèmes, les potentiels où il y aurait des bactéries lactiques, donc il y a les produits alimentaires, ça il y en a, il y a encore des bactériocines qui nous attendent, qui attendent les futurs chercheurs à aller les isoler, les identifier. Le méconium, on s'était dit tout simplement qu'il y a en fait une évolution du microbiote depuis la naissance jusqu'à les âges les plus avancés, etc. On s'est dit tout simplement qu'est-ce qu'on pouvait trouver en point de départ. Parce que au niveau de l'intestin, ça le travail, il y avait pas mal d'études à l'époque. Donc, on restait sur une niche qui était relativement peu explorée, peu étudiée. Donc, on s'est dit, voilà, quelque chose qui mérite d'être regardé. Et voilà, donc c'était plutôt une logique de choix de niche écologique par rapport à l'abondance relative, etc. Donc on s'est dit, il y a plein de choses dans les produits alimentaires, il y a plein de choses sur le microbiote intestinal, où il y a des souches productrices, ça on le sait. Donc on s'est dit, on va un peu plus en amont pour aller voir si dès la naissance, le corps humain pouvait être exposé à ces molécules. Merci Jamel. Il y a une autre question qui est arrivée, mais je vous propose de justement continuer à mettre vos questions sur le chat. Moi, je vais aussi les reprendre par mail. Je les transmettrai à Jamel, qui, je pense, se fera un plaisir aussi de revenir vers chacun pour poursuivre les échanges. Encore un grand merci pour cette présentation de Jamel. On va passer à la seconde intervention donc de Frédéric Bourgault. Je vais vous désigner comme présentateur et vous allez pouvoir partager votre écran. Merci Jamel. Merci Marine. Comme je ne connais pas l'interface, vous pouvez me dire quel bouton permet de partager? Donc pour le moment, vous êtes on voit votre bureau, donc vous pouvez, je pense, ouvrir votre support directement. D'accord. Voilà, vous pouvez, tout à fait, on voit votre présentation, c'est parfait. Sauf que là, c'est la fin, donc on va commencer par le début. Merci. D'abord, merci à Marine et à l'ensemble du cluster NSL d'être venu vers moi pour une présentation de nos activités dans le domaine de la santé et de la nutrition. Donc je suis un des fondateurs et le directeur scientifique de Plant Advanced Technologies. Nous sommes une société d'une 60aine de personnes installées. La maison mère est installée à Nancy. Et nous sommes organisés en fait en 5 filiales que vous avez présentées ici. Des filiales qui occupent des secteurs d'activité différents. Nous avons par exemple en Belgique sur Namur une société spécialisée dans le test dermocosmétique de produits. Nous avons une société sur l'île de la Réunion qui est spécialisée dans l'approvisionnement de ce que nous faisons en termes de prospection de la biodiversité végétale. Nous sommes également majoritaires dans une société qui s'appelle Couleur de Plantes, installée donc sur Rochefort-sur-Mer et qui est spécialisée dans la production de colorants naturels végétaux. Et plus particulièrement, ce dont je vous parlerai aujourd'hui, ce sont deux filiales qu'on a créées Thémésis il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Donc, notre filiale pharma spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments ou de nouveaux candidats médicaments anti-inflammatoires. Et la petite dernière, donc c'est Celengo, une société spécialisée en ingénierie métabolique que nous avons créée il y a juste 1 an. Et donc chez PAT, dans l'ensemble du groupe, en fait, nous sommes à la fois des découvreurs et des producteurs de biomolécules, des coureurs de molécules, de biomolécules que nous allons chercher chez les végétaux supérieurs terrestres. Donc, nous bio-inspirons des plantes et nous mettons en place ensuite des procédés de production.
et nous adressons en fait nos productions à différents marchés. Historiquement, je dirais par ordre d'apparition dans notre société, le marché cosmétique est arrivé en premier, puis le marché pharma, plus récemment le marché nutraceutique, et puis également nous avons des projets en cours de développement de produits de protection des végétaux, aussi bien fongicides qu'herbicides, naturels je précise, pour prendre le relais des intrants de synthèse en agriculture. Et donc nous fondons en fait toute notre activité de découverte sur la bioprospection, ça c'est clair, et puis ensuite nous utilisons différents systèmes de production pour répondre aux différents marchés, en fonction des contraintes, je dirais, de prix également qui sont exercées par ces marchés. On peut se permettre, je dirais, en cosmétique et en pharma de produire à des coûts relativement élevés par rapport à des marchés comme le marché des compléments alimentaires ou de l'agroprotection, où là les contraintes de prix sont beaucoup plus fortes. Donc nous avons des outils de production qui vont de culture de plantes en aéroponie dans des serres hautement instrumentées, en passant par des systèmes de synthèse ou de resynthèse totale, hein, des réacteurs de chimie, des bioréacteurs pour ce qui concerne la production de biomolécules bio-inspirées produites à partir de micro-organismes reprogrammés, ce que nous faisons particulièrement dans Selengo, puis également le même type de procédés de bioréacteurs que nous pourrons mettre en œuvre pour la production de biomolécules destinées à l'agriculture. Alors en guise d'introduction, je pense que vu l'auditoire, je n'aurai pas de mal à vous convaincre de l'intérêt des biomolécules, fussent-elles d'origine bactérienne ou végétale, peu importe. En tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est que même si les plantes ont été pendant longtemps une source d'inspiration pour la pharma, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc là, je vous ai représenté 3 exemples très illustres de molécules anticancéreuses qui ont été découvertes à partir de substances naturelles végétales. Mais aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, en fait, le marché pharmaceutique s'est retourné et aujourd'hui, la prévalence en termes de développement de médicaments est donnée à ce qu'on appelle les biologics, hein, c'est-à-dire les protéines recombinantes très clairement. Et la place des substances naturelles, notamment d'origine végétale, mais aussi microbienne, n'a cessé de décliner en fait dans le pipeline des différentes pharma. Et j'en discutais encore ces derniers temps avec des directeurs de recherche de différents groupes. En fait, à ma connaissance, il n'y a plus qu'une grosse pharma de taille mondiale qui fait de la bioprospection à partir de plantes. Il s'agit du groupe Novartis. Tous les autres ont arrêté, y compris par exemple Pierre Fabre, qui avait été un illustre exemple de développement de produits d'origine végétale, produits pharmaceutiques, j'entends. Donc, clairement, il y a un problème entre les plantes et les développeurs pharma, pour quelques raisons que je vous liste là. Les substances naturelles végétales sont classiquement décrites comme peu sélectives lorsqu'on les adresse à des cibles biologiques particulières. Elles sont modérément efficaces en comparaison avec des molécules synthétiques, je veux dire, hein. Les extraits végétaux peuvent être difficiles à standardiser, puisque potentiellement nous avons des milliers de molécules dans un extrait issu d'une seule plante. La provenance géographique peut poser des problèmes, pour des raisons géopolitiques par exemple. Et enfin, est venu se rajouter depuis, surtout en Europe et en France depuis 2016, une couche réglementaire et même législative donc autour de ce qu'on appelle les lois relatives à l'accès et au partage des ressources génétiques, qui sont des lois qui partent d'un principe extrêmement, enfin en tout cas si je m'exprime en tant que citoyen, qu'il faut défendre, mais leur mise en œuvre en fait pose des problèmes aux entreprises et c'est notre cas, qui souhaitent respecter ces lois parce que c'est un carcan qui est compliqué de résoudre, mais que nous arrivons à résoudre, je vous rassure, chez PAT. Donc tout ça a créé des mouvements de panique et différentes vagues de problèmes ont créé en fait cette désaffection qu'on peut constater aujourd'hui de la pharma mondiale pour le développement de produits d'origine végétale. Alors nous sommes à la base des découvreurs de molécules végétales et nous procédons d'une certaine manière, hein, je ne prétends pas que ce soit la seule, mais je vais vous présenter ici globalement notre stratégie de découverte de biomolécules et la manière ensuite dont nous les propulsons vers les différents marchés. Donc tout démarre chez nous par l'étude de la biodiversité végétale. Donc nous étudions à peu près 100 nouvelles espèces botaniques par an, que nous allons sourcer de manière prépondérante sur notre filiale qui est située sur l'île de la Réunion, comme je vous en parlais tout à l'heure. Nous générons des extraits
Et ces extraits, nous allons les tester sur des tests phénotypiques assez basiques, des cultures cellulaires ou des enzymes, qui nous donnent en fait une image assez intégrée de l'activité biologique d'un extrait. À ce stade, bien sûr, rien n'est identifié dans la molécule, dans l'extrait, et nous allons ensuite essayer d'identifier les molécules candidates en développant des approches qui visent des cibles biologiques particulières, des protéines, des enzymes de différents systèmes biologiques chez l'humain ou chez les plantes quand on s'intéresse par exemple au marché de la protection des végétaux en agriculture. Donc on a des technologies qui mettent en place en fait ce type de criblage target driven comme on dit. Suite à ce criblage, nous sortons des molécules candidates que nous caractérisons au niveau structural, mais pas avant. Hein, vous remarquerez pendant toutes les premières phases de découverte, en fait, nous avançons sur des tests phénotypiques et uniquement bien plus tard vient la caractérisation structurale des molécules candidates. Ces molécules candidates, on les étudie dans leur relation structure-fonction avec les cibles qui nous intéressent. À ce stade-là, en général, on resynthétise de nouvelles molécules bio-inspirées, ce qu'on appelle des composés hémisynthétiques. Et ensuite, on va développer ce type de molécules les plus prometteuses dans des études précliniques et puis cliniques, si tout se passe bien, dans le cas de produits pharma ou cosmétiques, par exemple, ce qui est notre pain quotidien. Notez que dans les domaines d'activité que nous prospections, c'est un choix délibéré de notre part, nous prospectons principalement l'anti-inflammation et l'antimicrobien. Pourquoi? Eh bien parce que les plantes qui sont apparues sur Terre il y a environ 500 millions d'années, je parle des végétaux terrestres, les premières ont été les mousses par exemple, en fait ces plantes ont développé des stratégies pour se défendre contre cette microflore et parfois aussi une microfaune ou une faune tout simplement qui les attaquait, qui les utilisait comme source alimentaire. Et donc, comme d'autres êtres vivants, et nous en particulier les humains, les plantes ont développé des systèmes de protection très efficaces contre les processus inflammatoires et les processus d'inflammation microbienne, que ce soit des bactéries, des virus, des champignons, etc. Donc en fait, chez PAT, nous ne faisons que retranscrire ce qu'on lit en général dans aujourd'hui les publications qui parlent de One Health, c'est-à-dire une seule santé pour tous, et c'est bien parce que les plantes sont capables de se défendre que nous trouvons des inspirations, des molécules bio-inspirées chez ces êtres vivants. Alors, un focus particulier sur notre activité de découverte qui se fait principalement à partir de racines de végétaux. En termes de découverte, nous avons décidé il y a longtemps de focaliser sur cet organe de plante. Pourquoi? Eh bien parce qu'en termes biologiques, c'est l'organe le plus exposé chez les plantes à des agressions du milieu extérieur. Le sol, on le sait, est un milieu extrêmement riche en microflore, en microfaune. On parle de 10 puissance 7 bactéries par gramme de sol en général. Et les plantes, en fait, ont développé tout un tas de systèmes de communication chimique, communication positive ou négative, qui visent à réprimer certaines bactéries, certains microbes, ou au contraire à les favoriser dans leur développement quand il s'agit d'établir des symbioses, par exemple, entre les plantes et certaines bactéries du sol, comme les rhizobiums. Et puis d'un autre côté, on a des plantes qui ont inventé des systèmes qui servent à repousser d'autres plantes, c'est-à-dire à les empêcher de germer, à développer des activités antifongiques, antibactériennes, des repellents, donc des molécules anti-nématodes, ce genre de choses. Et donc, en fait, nous, on s'inspire de ces écosystèmes en ayant mis en place des méthodes de travail sur les racines, et nous sommes chez PAT des spécialistes de la culture des plantes dans des systèmes qu'on appelle aéroponiques, c'est-à-dire des plantes dont les racines pendent librement dans leur dispositif de culture, et le brouillard nutritif et le milieu nutritif est apporté sous forme de brouillard par donc la partie qui se trouve en dessous de ces racines. Et également, pour expliquer, pour terminer l'introduction, pourquoi nous nous intéressons aux racines, enfin tout ça est attesté par les remèdes de médecine traditionnelle, y compris la médecine traditionnelle chinoise, où environ un quart des médicaments traditionnels dérivent des racines.
Et j'avais retrouvé une publication assez récente là, qui parlait par exemple de médecine traditionnelle pakistanaise et qui montrait que là encore, les racines, comparativement à d'autres organes, sont utilisées de manière prépondérante, alors que ce sont des organes souterrains qu'il est plus compliqué d'aller chercher quand on est un thérapeute traditionnel. Alors, je voudrais maintenant vous parler d'un cas concret de molécule que nous sommes en train de développer dans un premier marché pharmaceutique. Cette molécule est en fait une molécule naturelle qui s'appelle l'acide 3,5-dicaféylquinique, qui s'appelle aussi acide isochlorogénique A dans la littérature et que j'abrégerai sous forme de 3,5-DCQ. C'est une molécule naturelle en fait qu'on retrouve chez pas mal de plantes alimentaires comme la patate douce, l'artichaut, mais étant en bonne compagnie avec des gens de l'île, je devrais dire aussi que c'est une molécule qu'on trouve par exemple chez la chicorée. Cette molécule, par exemple, chez l'artichaut, est connue dans ses activités pharmacologiques. Notamment, ces molécules font l'objet d'isomérisation spontanée lorsqu'on les extrait dans l'artichaut avec certains modes d'extraction traditionnels et forment les dérivés qu'on appelle les cinarines, qui sont en fait les isomères non pas 3,5, mais 1,3 et 1,5. Et donc, il y a énormément dans la littérature de propriétés anti-inflammatoires ou antivirales qui ont été rapportées pour cette molécule. Et nous avons donc décidé de nous intéresser à cette molécule et à des molécules proches. Et nous avons en fait comparé cette molécule à un certain nombre de dérivés hémisynthétiques que nous avons fabriqués, dont un dérivé dont je veux pas mal vous parler pour le reste de la séance, qui est qui correspond en fait au nom de code TEM comme Thémisis, notre filiale 1657. Et en fait, c'est un dérivé aliphatique. Alors, on ne le révèle pas, sauf quand on est vraiment en accord de secret, mais sachez que c'est un dérivé proche de cette molécule. C'est cette molécule à laquelle nous avons greffé en fait une chaîne aliphatique du bicarbone. Et de cette molécule, nous sommes en train de faire un médicament qui, on l'espère, pourrait devenir un médicament majeur contre le psoriasis. Alors, cette molécule, nous l'avons comparée au départ dans des tests phénotypiques in vitro, dans le cas, par exemple, de culture de kératinocytes. Vous avez ici des kératinocytes qui ont été enflammés. En fait, ces kératinocytes vont être ensuite soumis à différents traitements. D'abord, vous avez le témoin non enflammé, le contrôle enflammé qui arrive à 100% par convention. Vous avez en général un traitement de base à base d'anti-inflammatoires, ici un corticostéroïde classique, la dexaméthasone. Vous avez ici trois composés naturels et le 3,5-DCQ dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui qui correspond au nom de code 965. Donc la molécule naturelle, la voici. Et nous avons ici 3 dérivés hémisynthétiques, dont le fameux 1657 qui est la molécule la plus efficace parmi la série qu'on a générée. Bon, je ne vous en présente que 3, mais on en a déjà généré des dizaines. Et donc, vous voyez que quand on regarde, lorsqu'on enflamme ces kératinocytes, comment ils se mettent à produire un certain nombre de marqueurs de l'inflammation qui sont classiquement des cytokines inflammatoires telles que IL-8, PGE2, LTB4, IL-6, TNF-alpha, on voit qu'on résout plus ou moins bien l'inflammation, notamment en comparant ce qui se passe entre le témoin inflammé, le témoin non inflammé, et puis en général le corticostéroïde. On voit que les substances naturelles ont un certain pouvoir de remédiation, mais que là, par exemple, les dérivés hémisynthétiques qu'on avait générés avaient plus de pouvoir que les molécules naturelles. Ici, il s'agit du 3,5, je vous disais, et puis ce sont les autres isomères 3,4 et 4,5, si je me rappelle bien dans cet ordre. Et donc, tout simplement, en voyant les performances de ce premier test, on a décidé de continuer avec la molécule PAD 757 ou TEM 1657 depuis qu'on a créé notre filiale. Là également, un test phénotypique très simple sur ce qui se passe lorsque on inflamme toujours des cellules, donc le contrôle non inflammé, le contrôle inflammé dans lequel on rajoute de la dexaméthasone, les 3 composés naturels dont le 3,5-DCQ au milieu, et 3 dérivés hémisynthétiques qui ont été testés. Donc on voit que, en termes de remédiation de l'inflammation, par exemple, la dexaméthasone n'est pas une très bonne molécule pour
reconstitue un tapis cellulaire, et en fait c'est connu en dermatologie clinique. On sait que la dexaméthasone produit un affinement de la peau, hein, qui traduit bien cette incapacité de la molécule à générer un tapis cellulaire ici. Vous voyez que les 3 molécules naturelles ne sont pas non plus extrêmement efficaces à reconstituer le tapis de base, hein, qu'on voit ici dans la cartouche A. Et puis les 3 molécules hémisynthétiques, elles, fonctionnent plutôt bien, notamment le PAD 1657 ou le TEM 1657. Donc c'est ce qui nous a fait en fait positionner cette molécule sur la pathologie Alzheimer dès 2018. Psoriasis, excusez-moi. Lapsus. Bon, le psoriasis, donc sans doute on en a tous entendu parler, une maladie qui affecte environ 1% de la population, pour laquelle il existe des traitements, mais qui n'offrent pas toujours un confort adapté aux malades, notamment parce que les traitements qui sont disponibles sont en général soit de la dexaméthasone ou des dérivés corticostéroïdes qu'on ne peut pas appliquer très longtemps. Il faut arrêter les traitements au bout de 15 jours, attendre et revenir après, du fait des effets secondaires des corticostéroïdes, hein, qu'on connaît bien, qui sont cet affinement de la peau, mais aussi au niveau général un affaiblissement de l'immunité. Des injectables et des biologics, hein, notamment des anticorps qui viennent agir directement contre un certain nombre de cytokines inflammatoires, comme par exemple l'IL-17, mais qui posent aussi d'autres problèmes, et je vous en parlerai. Donc on est rentré en développement donc en pharma, et on a testé au départ, on a fait nos premiers essais sur animaux. Donc vous avez ici des animaux, des souris dont on a rasé le dos, et on a exposé leur dos à un traitement agressif, hein, qui est une molécule comme par exemple l'umicumod, qui va recréer un psoriasis artificiel sur la peau des animaux. Donc les animaux sont inflammés pendant l'ensemble de la période d'observation de 11 jours. Donc le témoin, les petits ronds blancs, ce sont les animaux non inflammés, donc bien sûr ça ne décolle pas. Et puis, on a la courbe en rouge des animaux inflammés pour lesquels on n'a pas appliqué de traitement. Et puis, vous avez ici 3 traitements qu'on a appliqués. Un corticostéroïde en crème, et puis une crème qui contenait notre composé à 2 concentrations. Et vous voyez que aussi bien sur le score de l'érythème, de l'induration ou de la desquamation, en fait, on a une remédiation des symptômes du psoriasis chez ces animaux qui s'approchent, voire qui dépassent des fois, hein, c'est le cas ici par exemple sur l'érythème. On dépasse donc l'effet de la c'est pas de la dexaméthasone, mais c'est un autre corticostéroïde, en l'occurrence le clobétasol. Donc le PASI intégrant en fait étant un scoring qui intègre ces trois scores précédents, on voit qu'on a effectivement une molécule qui est très efficace pour remédier au psoriasis. Ce qu'on voit aussi sur les animaux, donc ici des animaux témoins non induits, des animaux induits, des animaux traités aux corticostéroïdes, et puis des animaux traités en fait avec la crème qui contient la molécule qu'on a générée. Même chose là en l'occurrence c'est encore plus spectaculaire parce qu'il s'agit de la même souris qu'on a observée sur l'ensemble des jours de traitement. Donc voici son état général au jour 7, et après 4 jours d'application, donc au jour 11, elle était ressortie comme neuve avant sacrifice pour mesure des marqueurs biologiques. Alors, il s'avère en fait qu'on a poursuivi les travaux sur la cible, sur une cible qui était engagée avec la molécule 1657, et on s'est aperçu que cette molécule en fait tape au niveau biologique sur une cible qui a été très récemment décrite dans les processus inflammatoires qui génèrent du psoriasis. C'est une protéine qui s'appelle IκB-zeta et qui en fait est un intégrateur de signaux au niveau d'une cellule, hein, ce qui est une cellule ici qui est schématisée. Et cet intégrateur de signaux, cette protéine, en fait, est un facteur de transcription qui va induire un certain nombre de gènes reliés au psoriasis au niveau du noyau de la cellule. Et cette protéine, en tout cas son expression, est fortement déterminée par IL-17, donc TNF-alpha, mais également IL-36, donc 3 cytokines pro-inflammatoires. Et donc nous, je ne vais pas trop vous décrire cette
cette slide parce qu'elle sera un peu longue, mais on a pu montrer qu'en fait, on avait une molécule au travers du 1657 qui tape directement sur cette cible, qui est une cible pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de médicaments en développement dans le cas du psoriasis. Et nous serions donc le premier projet qui met en œuvre cette cible. Je dis toujours au conditionnel parce qu'on n'est jamais certain de ce qui se passe des fois dans le secret des laboratoires pharma. Notez que je parlais tout à l'heure des traitements qui sont proposés aujourd'hui aux malades atteints de psoriasis sévère, notamment des anticorps anti-IL-17. Donc en fait, ces anticorps monoclonaux vont venir capturer les IL-17 et empêcher bien sûr la transduction du signal ici. Mais quand on se rappelle nos cours d'immunologie, on sait qu'IL-17 intervient aussi non pas seulement dans l'inflammation de type psoriasis, mais gouverne également la réponse de notre organisme, par exemple à des attaques bactériennes. Donc avoir des patients immunodéprimés parce qu'on leur injecte des anticorps IL-17 peut s'avérer porteur d'effets secondaires en termes de sensibilité à l'infection, beaucoup plus grave que si on arrive à cibler IκB-zeta, qui est un intégrateur de signal qui, lui, va directement en fait induire la transcription de gènes reliés au psoriasis. Voilà. Sur ce projet, une petite ligne de temps pour vous dire où nous en sommes. Nous avons trois projets que nous menons en parallèle. La partie manufacturing, dont je vais vous reparler après parce que ça met en œuvre d'autres technologies chez nous. Donc voilà, nous sommes en piste pour livrer l'an prochain 1 kg de substances donc aux normes GMP. Et nous procédons en parallèle en fait à un développement de type topique, puisqu'il y a une demande pour des crèmes donc, qui guériraient le psoriasis, mais également des prises orales. Et nous avons développé des essais précliniques qui montrent que notre médicament, enfin notre candidat médicament, marche aussi en prise orale. Alors tout ça étant bien sûr sujet à des levées de fonds qui sont en cours au sein de nos filiales, puisqu'il nous faudra environ on pense une dizaine de millions pour aller au bout de cette ligne de temps. Maintenant, pour terminer, je voudrais refaire un focus sur la partie manufacturing de la molécule et vous parler d'un travail qu'on a fait en commun avec l'Institut Charles Violette et plus particulièrement le laboratoire de Jean-Louis Hilbert et David Gagnol, ainsi qu'un laboratoire de l'Université de Lorraine donc dirigé par Alain Haine. En fait, nous avons mis en place ensemble un programme de recherche et de découverte de l'enzyme végétale qui est impliquée dans la synthèse de la molécule dont je vous parlais tout à l'heure et qui est à l'origine de notre candidat médicament, ce fameux 3,5-DCQ. Donc ce 3,5-DCQ, cet acide 3,5-diphénylquinique qui est connu depuis très longtemps en biochimie végétale. Mais jusqu'à notre travail commun, il n'y avait vraiment rien de très convaincant en matière d'élucidation de la voie de biosynthèse chez les végétaux. Et par un travail vraiment, une collaboration que je tiens à saluer, très efficace avec l'Institut Charles Violette, l'Université de Lille, l'Université de Lorraine et nos chercheurs chez PAT, nous avons ensemble réussi à mettre en évidence une enzyme entièrement nouvelle qui n'avait jamais été décrite dans cette activité, qui est une lipase estérase de plantes que nous sommes allés chercher chez la patate douce. Et en fait, cette lipase estérase est capable de faire une conversion très très efficace de l'acide chlorogénique. L'acide chlorogénique, c'est une molécule qui est présente chez énormément de végétaux en très grande quantité, donc un prix très bas, et ici une molécule rare, difficile à sourcer. Et sur ce petit schéma ici, vous voyez qu'on est capable d'en produire des concentrations assez fortes dans nos essais qu'on a fait à la paillasse, jusqu'à 1,2 g par litre de milieu, sachant que l'expression pour nous se fait chez Pichia pastoris, c'est le système qu'on a choisi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui devrait arriver chez PAT et chez notamment nos filiales Thémisis et Selengo? À l'image de ce que je viens de vous présenter, nous allons développer en fait un process industriel de synthèse du 3,5-DCQ pour servir la synthèse finale de notre molécule 1657. Alors, ce process en fait sera mis en compétition en interne dans notre société avec un système de synthèse totale, mais cette synthèse totale est aujourd'hui
compliqué à maîtriser, donc ça pourrait très bien être la solution industrielle que nous retiendrons à la fin. Et puis, sans que je puisse trop en parler aujourd'hui, parce que ce sont des choses sur lesquelles nous sommes très actifs au moment où je vous parle en termes de dépôt de brevets, mais au sein de notre filiale Celengo spécialisée en ingénierie métabolique, le travail que je vous présente là, qui consiste à isoler des gènes de plantes pour synthétiser des molécules naturelles remarquables en plus grande quantité et à des prix faibles, eh bien, c'est quelque chose que nous poursuivons et nous sommes en train de développer des candidats ingrédients pour des activités dans le domaine de la nutraceutique qui seront du ressort du domaine de la protection de la mémoire, en visant des cibles de marché, des segments de population très divers, aussi bien des juniors, des jeunes actifs que des personnes plutôt en situation de risque de déclin cognitif. Et puis également le secteur de la nutracosmétique, qui est un secteur pour lequel il y a une forte demande et pour lequel nous pensons pouvoir apporter un certain nombre d'ingrédients extrêmement innovants. Pour vous dire un petit peu les déterminants des molécules que nous développons, nous poursuivons vraiment la philosophie que nous avons mise en place avec ce 3,5-DCQ. C'est une molécule dont l'activité est connue, mais pour laquelle aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir d'approvisionnement rationnel industriel à moins de 500 € le gramme, quelque chose comme ça. Donc on voit bien que même pour des posologies en ultra, ça ne peut pas passer. Et donc notre projet là chez Celengo, c'est vraiment d'identifier un certain nombre de molécules déjà connues pour leurs activités anti-inflammatoires ou antimicrobiennes remarquables, et de proposer des solutions alternatives basées sur des procédés biotechnologiques tels que les bioréacteurs qui sont présentés ici. Donc voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire. Je voudrais, avant de vous remercier pour votre attention, remercier l'ensemble des personnes chez PAT qui concourent toujours ou qui ont concouru au développement de ces molécules et de ces technologies. Ils seraient trop nombreux pour les citer, mais je leur suis très redevable de leurs efforts, de leur constance et de leur engouement, tout simplement, et de leur dynamisme qu'ils mettent dans ce projet. Et puis, je tiens aussi à vous remercier pour votre attention et je vais essayer de répondre à vos questions autant que possible. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, avec notamment cet exemple un peu plus poussé en pharma ou encore cette optimisation industrielle par bioprocédés. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Quand vous identifiez une molécule d'intérêt, la testez-vous systématiquement pour une utilisation dans différents contextes? De Jean-Louis Hilbert. Merci. Oui, Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. Oui, absolument. Les tests phénotypiques qu'on développe, que je vous présentais de manière très schématique au départ, en fait, la même molécule va partir en test anti-herbicide, en test antimicrobien et souvent en test cosmétique, ciblé plus sur des fonctions de remédiation dans un certain nombre de choses. Enfin, mais toujours en général du domaine de l'anti-inflammation, de l'antimicrobien. Donc effectivement, en ce sens, une même molécule part vers des applications différentes et c'est ce qui pourrait peut-être se passer avec le 3,5-DCQ par exemple. Si nous y trouvons une application nutraceutique, on pourrait avoir une molécule pharma qui en serait dérivée, ainsi que l'ingrédient naturel qu'on pourrait développer en nutra. C'est tout à fait possible. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, profitez-en. Moi, j'avais peut-être une question. Là, vous parlez de développement sur des molécules isolées. Est-ce que vous regardez aussi les effets un peu de totem de ces plantes ou c'est toujours sur des molécules isolées? Non, on est sur des effets de totem. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que je craignais de prendre un peu trop de temps, mais sur les technologies qu'on met en place ici pour découvrir des molécules candidates, en fait, nous sommes sur des technologies qui reposent sur... donc, on sélectionne des protéines candidates et donc on développe des micro-tests qui consistent à mettre la protéine cible en contact avec l'extrait végétal qui a démontré une activité phénotypique. Et donc, dans cet extrait végétal, l'ensemble des molécules
qui ont une activité de ligand avec la protéine qu'on développe vont se lier spontanément lors de la mise en contact. Et ensuite, nous, on procède comment dire, à une récupération de ces molécules qui sont dans cet interactome autour de la protéine cible. Et ça nous permet comme ça de sortir, en général, dans un extrait, on a entre 5 et 10 molécules candidates qui peuvent, parfois moins, rarement plus, qui peuvent comment dire, qui peuvent ressortir de ce crible. Alors, qui est un crible, là, qui ne met en œuvre qu'une protéine, qu'une enzyme, mais rien n'empêche, et on le fait bien sûr, rien n'empêche de développer ce crible sur différentes protéines pertinentes, par exemple du secteur de la cosmétique. Sans trahir de secret, en cosmétique, on développe ça sur 4 protéines cibles que sont la tyrosinase, l'élastase, la hyaluronidase et la collagénase, par exemple. Et donc, en fait, on se retrouve bien avec un interactome pour chaque cible, et on ne perd pas cet effet synergique ou synergétique, je ne sais jamais trop comment dire, qu'on pourrait avoir dû à une association de molécules, parce qu'on ne la brise pas dans notre recherche de molécules candidates. Oui, d'accord, merci. Alors, une question d'Élodie. Avez-vous intégré une démarche bioinformatique après avoir déterminé la structure de la molécule pour identifier les cibles possibles? Oui, dans ces relations structure-fonction, ça fait partie des choses qu'on regarde effectivement. Alors sans en être des spécialistes, mais on a des gens qui savent faire ça, notamment une personne ressource dans la société qui est bien à l'aise avec ces outils de docking, d'interaction moléculaire. Ça fait partie effectivement comment dire, des tests qu'on développe, mais on les positionne, ça c'est un positionnement délibéré de notre part, on les positionne en criblage secondaire, c'est-à-dire qu'on ne met pas de bioinformatique dans nos criblages a priori, c'est de premier niveau, parce qu'on n'est pas assez spécialiste de ça, et parce que quand on n'en est pas spécialiste, on ne va ressortir de ces bases que des choses qui sont déjà connues, je dirais. Et nous, on ne veut pas s'interdire de trouver des molécules actives, mais qui taperaient sur des cibles qui ne seraient pas encore décrites. Ce qui suppose de mettre d'ailleurs d'autres tests en œuvre pour découvrir des nouvelles cibles que ce que je vous présente là. Si on raisonne uniquement en étant très, très focalisé sur des cibles pour lesquelles simplement quelques types d'interactions sont décrites, ben, on ne retrouvera que les clés qui rentrent toujours dans la même serrure, quoi. Et donc nous, on veut élargir la serrure et trouver de nouvelles clés, voire trouver de nouvelles serrures, quoi. Mais c'est fait en test de deuxième rideau, on va dire. Merci. On a encore 2 questions. On va essayer de répondre rapidement si c'est possible pour passer à la dernière intervention. Une question de Jamel Drider. Donc, est-ce qu'il y a des activités antivirales? Oui, bon, sans vous trahir de secret, hein, on travaille avec un institut de virologie en France que je ne nommerai pas, mais on est en train de cribler des molécules, par exemple, contre le SARS-CoV-2, quoi. Parce qu'il y a effectivement des molécules antivirales qui peuvent perturber des cycles viraux à partir de végétaux, que ce soit par exemple dans le cas du SARS-CoV-2, une interaction avec la cible ACE2, qui est donc, autant qu'on sache aujourd'hui, la porte d'entrée du virus dans la cellule, et puis après des molécules qui peuvent interagir avec le cycle du virus dans la cellule. Donc tout ça, c'est des choses qui existent. Je vous invite à aller voir, il y a une base de données qui est tenue par le NIH sur le Covid-19, et il y a une base qui intègre toutes les substances qui ont été testées à ce jour par la communauté internationale. Et vous avez pas mal de molécules végétales qui sortent comme étant extrêmement efficaces contre le virus. Par exemple, une bien connue des biotechnologues végétaux que j'ai revue hier dans la base, c'est la chiconine, qui est un colorant naturel qu'on trouve chez certaines plantes de type Lithospermum, ce genre de choses. Donc oui, il y a des molécules végétales qui pourraient nous filer un coup de main contre les virus.
Merci. Une autre question de Jean-Louis Hilbert. Où en est la législation actuelle sur l'utilisation de molécules produites en système hétérologue, type levure ou bactéries, pour un usage comme complément alimentaire? Alors, on est en train d'y travailler vraiment parce que, évidemment, on ne veut pas faire ce qu'on appelle du techno-push, c'est-à-dire développer de belles technos et des belles molécules, mais pour se voir dire au bout du compte, c'est super, mais ça n'est pas autorisé. En fait, non, en fait, il y a une réglementation qui borde ça très bien en Europe. Il y a des gens probablement qui connaissent même ça mieux que moi dans l'assistance. C'est ce qu'on appelle la réglementation Novel Food ou la réglementation qu'on appelle GRAS ou New Dietary Ingredient, qui sont donc des réglementations homologues à ce qui se passe en Europe, mais aux États-Unis avec la FDA. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comme dans tout cas de nouvel alicament, nouvel ingrédient, c'est apporter la preuve de la sécurité autour de cet ingrédient. Mais il n'y a pas de barrière à l'entrée qui serait due au fait que c'est produit par un OGM ou c'est produit, je ne sais pas dans quel organisme vivant. Bien sûr, il faut faire le choix des bons organismes. Par exemple, Pichia qu'on utilise dans notre système ici, que je vous présentais, qui est décrit dans la publication hein, qu'on a sorti avec l'équipe de Jean-Louis Hilbert et RN. Pichia pastoris, c'est une levure qui est connue et reconnue comme étant safe au niveau, par exemple, de la réglementation américaine, parce qu'elle est utilisée pour produire énormément de médicaments et on sait que c'est une levure qui est dénuée de risques particuliers. Oui, ça dépend aussi Pas de des problème a priori. Voilà. Merci. Une dernière question rapidement. Alors de Jérôme Meuchenblett, travaillez-vous sur des plantes ou des molécules de la famille des ingibéracées? Merci pour les questions. Oui, on a testé ça. On en a testé parce qu'on on a travaillé depuis 15 ans que la société existe. On a vu plus d'un millier de plantes, hein, d'espèces dans nos systèmes. Oui, on a travaillé certaines ingibéracées. On a fait des choses, on va dire, jusqu'à des niveaux des choses très très bizarres qu'on a fait. On a travaillé sur des séquoias. On travaille sur des plantes de désert, sur des plantes de milieux au contraire désertiques, froids, chauds, enfin. Ça, on sait faire. Et les espèces tropicales comme les ingibéracées ne posent pas de problème particulier, quoi. Merci. S'il y a de nouvelles questions, là encore, n'hésitez pas à les remettre sur le chat. Un grand merci pour votre présentation, Frédéric. Et on va passer à... Oui, est-ce que je peux ajouter que Selengo, notre filiale, fera bientôt partie si vous nous acceptez du cluster NSL. Voilà, on a demandé notre adhésion il y a quelques jours auprès de Marie. Voilà, avec plaisir pour poursuivre les échanges dans le cadre du réseau Clubster NSL, en effet. Okay. Merci. À très bientôt. Alors, Philippe Hans, je vais vous passer la main pour pouvoir présenter. Là, on va parler de métabolomique et puis on va prendre aussi l'exemple de la chicorée. On en parlait tout à l'heure. Merci Frédéric. Donc Merci. Philippe, bonjour Philippe. Voilà, vous pouvez partager votre écran. Et voilà, c'est parti. Donc bonjour à tous. Donc merci de l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais dans le cadre donc, de l'étude des métabolites, l'idée est de vous présenter un peu une démarche qui a pu être réalisée sur la chicorée, dans le cadre de l'identification de composés amers qui sont donc responsables de l'amertume dans les produits finis de la chicorée. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend et on voit l'écran. Ouais. Très bien, merci. D'accord.
Donc la démarche là que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est un peu plus pédagogique en fait par rapport à ce que l'on a rencontré et à ce que je vois en fin de compte dans les démarches métabolomiques en fait. Dans un premier temps, bon alors je replace un peu le contexte. Je suis chargé de mission chez Florimond-Després, donc un sélectionneur régional, avec un travail sur les plantes de grande culture, céréales, fourragères, pommes de terre, betteraves sucrières, chicorée notamment, et en partenariat donc très étroit depuis de nombreuses années avec le laboratoire de Jean-Louis, notamment donc depuis quelques années avec l'Institut Charles Violette et très récemment avec l'UMR. En fait, donc on a des projets collaboratifs justement qui traitent de la chicorée. Donc bon, je replace très rapidement, hein, évidemment, on vient de parler des métabolites, donc je les replace dans les caractéristiques qu'ils apportent, hein, aussi bien sur les fonctions vitales cellulaires et dans le contexte du cheminement métabolique, mais aussi des intérêts qu'ils vont représenter dans les applications de l'homme. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça a été largement présenté par Jamel et Frédéric. D'un point de vue métabolomique, en fait, on voit la répartition des métabolites dans les différentes espèces. On peut compter jusqu'à, par exemple, 1 million de métabolites supposés présents dans les espèces végétales. Actuellement, le Human Database Metabolome présente environ plus de 110 000 métabolites recensés chez l'homme, avec à peu près 20 000 métabolites déjà détectés et quantifiés. Donc, en fin de compte, ça fait un nombre très très important à étudier quand on veut faire de la génomique fonctionnelle. Ces métabolites, de par les interactions et les utilisations donc des produits végétaux, des produits animaux, ben, effectivement, ils vont interagir, ils vont même être transformés, donc soit dans les processus industriels ou dans les processus chimiques lors de l'alimentation et dans le cadre de la nutrition. Donc on va les retrouver aussi essentiellement quand on fait un focus sur les métabolites spécialisés, donc impliqués dans interactions biologiques ou pas, comme je viens de le préciser, pour l'adaptation donc des organismes en relation avec l'environnement, avec ou pas une influence et en lien avec un déterminisme génétique. Donc ces métabolites, en fin de compte, quand ils subissent les influences extérieures, ça nous permet effectivement d'introduire une notion de signature métabolique, puisque ça introduit des perturbations. Ce fonctionnement en fait métabolique est en lien avec un contenu à un instant donné, à un moment donné, et dans une dimension biologique qui peut aller de la cellule jusqu'à l'interaction des écosystèmes. Donc ça permet d'introduire cette notion de métabolome, qui est un outil en fin de compte d'exploration, qui a été défini pour la première fois par Stéphane Oliver en 1998, en fin de compte, qui recense donc l'ensemble des métabolites de nature polaire, soluble, de faible poids moléculaire, donc on voit entre inférieur à 1000 ou inférieur à 1500 Dalton, dans un système biologique présent à un instant donné et sous des conditions données. Le métabolome fait appel à cette notion de métabolomique, comme les autres dimensions omiques, définies par Oliver Finn donc en 2001, qui est aussi un fondateur des technologies, et qui concerne en fait les approches analytiques globales pour explorer et mesurer la réponse métabolique. Mais par contre, on pourra voir, sans faire un abus de langage, que la métabolomique peut être utilisée aussi bien sur la matière vivante que sur la matière en transformation, notamment dans les process, et là on ne pourra plus parler de matière vivante. Alors juste un peu pour citer très rapidement l'évolution de l'intérêt de la métabolomique, hein, en l'espace d'une vingtaine d'années, on voit très rapidement cette croissance de travaux et dans différents domaines d'application qui vont de la santé en passant par l'environnement, l'énergie, la biotechnologie, les sciences végétales notamment, pour ce qui nous concerne plus précisément nous ici. Alors, si je rentre directement dans la démarche métabolomique, la question c'est en fait que faire pour faire une démarche. Alors, il y a deux approches. Il y a l'approche non ciblée, qui est exploratoire. On part sans a priori. On va utiliser des techniques très larges qui vont permettre, en fin de compte, d'avoir une empreinte la plus globale, exhaustive de l'organisme étudié dans une condition donnée. Et puis, à côté, on a aussi une approche plus ciblée, en fin de compte, qui peut découler ou qui est même antérieure, où là, en fait, on fait un ciblage de certaines molécules, mais on va partir d'une hypothèse.
on connaît déjà un certain nombre de molécules et on va plutôt les quantifier. On sera vraiment sur d'identification et de la quantification possible, à l'opposé de l'approche non ciblée qui, dans un premier temps, ne va pas chercher justement à quantifier, mais d'une façon seulement relative. Alors, je m'attarderai un peu donc pour cet aspect-là, hein, parce que c'est aussi l'interaction avec de nombreux collègues qui se posent souvent ces questions-là. La démarche méthonomique, ben effectivement, c'est un cadre, c'est un design expérimental qui peut toucher aussi bien un organisme, un tissu que là on voit les développements actuels, une cellule unique. On va réaliser des profils, donc soit par des approches souvent de spectroscopie, en fin de compte, RMN, MS, on va voir aussi du proche infrarouge dans les premiers temps, mais on va continuer à le faire aussi, avec de la séparation chromatographique, liquide ou gazeuse, effectivement. Après, il y aura une approche d'identification, quantification, quand on va sortir en fin de compte de cette approche globale et qu'on va vouloir chercher et définir des marqueurs qui se développent de plus en plus. Et puis, pour réintégrer ceci dans l'approche du phénotype métabolique, notamment, et puis pour pouvoir répondre en fin de compte aux questions biologiques qui sont posées à l'origine. Alors, si on part donc d'une question, c'est toujours très important, c'est bien ce que l'on constate avec les différentes plateformes, c'est qu'il est très important en fin de compte de partir d'une question assez précise, avec ou sans a priori, que ce soit une démarche ciblée ou non ciblée, et puis privilégier bien sûr des conditions contrastées, puisque la plupart du temps on va aller rechercher en fin de compte des marqueurs qui vont expliquer en fin de compte les phénomènes. Le plan expérimental est très important, ça c'est propre à chaque matière. La production des échantillons va respecter effectivement des critères qui sont de plus en plus fréquents, mais pas forcément connus par tous, en fin de compte, qui se rapprochent de standards très stricts, enfin, notamment l'approche par les contrôles qualité, le contrôle des blancs, les contrôles propres à la démarche biologique qui est renseignée. Et puis l'acquisition des technologies instrumentales qui sont nombreuses comme on a pu le voir. Alors en dessous, je mets consultation parce que effectivement, il est propice de se rapprocher vraiment des plateformes et des experts pour bien définir ces parties-là. Souvent, en fait, on fait une démarche un peu précipitée et on se retrouve en fait confronté à justement de nombreux oublis qui ne permettent pas d'aller jusqu'au bout de l'exploitation des données. On continue donc plus dans le détail, effectivement. Donc c'est vraiment un workflow, hein, c'est un fonctionnement par workflow qui est très très bien établi sur les plateformes dans la communauté française et internationale. Donc qui fait appel vraiment à des étapes à respecter très progressivement et qui maintenant se développe de plus en plus, notamment sur des initiatives telles que le RFMF ou MetaboHub actuellement. Donc, on voit très bien effectivement l'importance donc de travailler avec des multiplateformes pour avoir un maximum de renseignements. Donc là, j'ai illustré très rapidement les différentes technologies que l'on peut voir avec les niveaux de résolution et de sensibilité qui sont attendus. Ce travail-là s'effectue alors depuis ces dernières années, les constructeurs mettent en place des logiciels de plus en plus intégrés aux machines. Qui rentre un peu en concurrence aussi avec l'esprit communautaire scientifique et puis les facilités d'open source. Mais voilà, c'est aussi des solutions adéquates quand on n'est pas expert. Et effectivement, c'est vrai que ces approches-là intégratives, de biologie intégrative, demandent en fait des collaborations très très importantes pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées. Alors là, je passerai un peu plus sur le cas justement de la chicorée, donc dans le cas de l'identification de marqueurs biochimiques de l'amertume de la chicorée, donc qui a été une démarche que nous avons entreprise au début des années 2010 jusqu'en 2016, donc c'est un projet qui date bien sûr. Donc pour placer un peu la filière chicorée, donc essentiellement le marché de la chicorée racine est orienté vers l'inuline, à peu près 95% de la production part vers l'unile et puis par derrière la production de fructose. Un marché un peu restreint maintenant pour la chicorée à torréfier, et puis un marché potentiel et en devenir qui est le principe le travail de la farine de chicorée au vu de nombreuses vertus de cette plante, notamment sur la présence de l'inuline, cette fibre prébiotique. Alors la filière chicorée, très rapidement, comme je vous le disais, on a une production d'inuline et puis
pour joindre notre produit torréfié qui a été travaillé dans le cadre du projet dont je vous parle. En fin de compte, la racine est récoltée, hein, donc les semis se font en avril, la racine est récoltée de octobre à décembre. Elle est séchée, puis torréfiée, donc chez l'un des principaux torréfacteurs chez Leroux. Et puis après, effectivement, selon des décoctions, des extractions, on va en fait générer différents ingrédients, différents produits qui vont être utilisés en fait un peu plus largement qu'on peut l'imaginer, notamment dans l'alimentation animale ou même dans la viennoiserie, panification, alimentation humaine pour la farine, et puis effectivement comme colorant ou cosmétique ou comme le produit très connu de chicorée soluble. Donc la filière chicorée est essentiellement donc dans le nord de la France en fin de compte, avec des implantations aux États-Unis, un peu au Chili, en Inde, qui sont les principaux concurrents du marché européen. Alors l'amertume de la chicorée est essentiellement causée par des terpènes. La plante est connue donc pour sa richesse en polyphénol, entre guillemets bien sûr, mais c'est les composés métabolites qui sont accumulés majoritairement, donc les polyphénols et puis les terpènes. Et les lactones sesquiterpéniques, en l'occurrence, sont connus dans la matière, dans la plante à l'état naturel, pour être principalement responsables de l'amertume. Donc, des travaux antérieurs, en fait, nous avaient permis de mettre en relation le contenu des terpènes avec le niveau d'amertume. Et puis, effectivement, au cours du process, avec les différents traitements thermiques, on va libérer davantage de molécules, libérer cette amertume. Et puis, au cours de la torréfaction, bien sûr, le processus thermique aggravant les conditions de maintien de la composition chimique voit ces terpènes diminuer. Mais ce n'est pas pour autant que l'amertume est perdue. Donc, à partir de l'hypothèse originale, que les lactones sesquiterpéniques étaient impliqués dans l'amertume et de voir qu'en fin de compte, elles sont principalement dégradées dans le produit torréfié, on s'est donc posé une nouvelle question. Quelles sont les molécules, quels sont les composés ou composants qui peuvent être responsables de cette amertume, en lien bien sûr avec les intérêts du sélectionneur variétal, de voir si il y avait un effet génotype et si on pouvait maintenir cet effet génotype malgré l'impact du process. Donc on est parti cette fois-ci d'une démarche sans a priori, en se disant en fin de compte quelles sont les molécules autres que les sesquiterpènes lactones dans un ensemble le plus complet possible qui peuvent être responsables. Donc on a fait une approche de démarche par multiplateforme, c'est-à-dire en intégrant de la recherche de composés solubles par RMN, par spectrométrie masse. On a été voir aussi les éléments minéraux. Nous avons été voir effectivement aussi les composés volatiles qui rentrent moins dans le cadre bien sûr du métabolome, mais plus dans un autre cadre du volatome. Mais on a quand même été regarder cela. Voilà donc. Le plan qui a été retenu, alors ça reste un peu académique, pédagogique la façon dont je vous présente, mais effectivement, je reviens sur cette idée que le design expérimental dans une approche métabolomique est très important. Ça se fait en concertation avec les plateformes. Donc à partir d'une collection de génotypes, nous sommes partis sur deux axes. Donc l'analyse de la matière première, en fait, de la racine sortie du champ, et puis du produit intermédiaire que je n'ai pas représenté ici, et du produit fini, donc le produit consommé. Les génotypes ont été effectivement génotypés pour certains marqueurs, pour des collections de marqueurs que nous avons, afin d'avoir une couverture la plus large possible du génome de la chicorée et des individus génotypés. En parallèle, les différents produits issus de chacun des génotypes a été transformé, torréfié. Chaque produit a été analysé d'un point de vue nutritionnel, j'aborde pas ici dans le cas de cette présentation, mais aussi d'un point de vue donc essentiellement sensoriel, avec un profil aromatique, différents descripteurs. Et là, bien sûr, je ferai un focus sur l'amertume et son degré. Chacun des produits, donc il y avait une 50aine de génotypes avec des répétitions biologiques au champ, a été analysé donc sur les différentes plateformes instrumentales, de même que les produits torréfiés en correspondance. Donc, à partir des données qui ont été obtenues, donc nous avons réalisé donc des intégrations mathématiques, définir la variabilité, confirmer qu'effectivement on avait bien une variabilité naturelle, et puis après appliquer différents outils, qui sont développés depuis quelques années maintenant. Dans les années 2015, on était dans les premiers à les utiliser, mais des analyses multiblocs
qui commençaient à rejoindre le domaine de la métabolomique. Et l'idée étant de rechercher des variables significatives, quelque part des marqueurs de l'amertume, aussi bien d'un point de vue de marqueurs moléculaires que de marqueurs biochimiques. Donc les valeurs numériques obtenues, on a fait un choix effectivement de travailler sur des corrections de données. L'approche qui était un peu originale à l'époque, c'était que nous étions passés par des régressions parcimonieuses, de façon à pouvoir faire notre validation de modèles, et bien sûr tout en respectant ce fameux pipeline dont j'ai discuté auparavant, afin de donner un sens aux différentes données obtenues. À l'issue donc de cette régression parcimonieuse, en fait, ce qui est important, c'est de vérifier que les variables qui sont tirées, donc c'est-à-dire les métabolites qui sont significativement discriminants aussi bien dans le produit fini que dans la matière première, soient suffisamment pertinents pour être impliqués justement dans la propriété que nous recherchons au final. Alors tout simplement, bon, c'est un peu plus toujours pareil en détail. Hein. L'idée, c'était en fin de compte d'abord de déterminer dans les produits torréfiés quelles étaient les molécules qui étaient responsables de l'amertume, et puis de faire le lien avec la matière première, donc la variable explicative avec la variable à expliquer Y, afin d'identifier les précurseurs de l'amertume dans la matière première, puisque ce qui va intéresser effectivement le sélectionneur, de pouvoir orienter sa sélection vers les génotypes d'intérêt. De la même façon, nous avons corroboré en fin de compte les données des précurseurs chimiques dans la racine avec les données de marquage moléculaire afin d'identifier des marqueurs impliqués dans l'amertume et de la même façon pouvant définir la qualité finale des produits. Alors, principalement, donc, l'approche nous a permis, de par l'analyse comparative des différents métabolomes obtenus, donc de la plante au champ en fait, en quelque sorte, des produits intermédiaires, donc les produits séchés et donc la farine, mais aussi des produits torréfiés. Ça nous a permis, d'une part, de démontrer entre la racine, les marqueurs moléculaires de la racine et les marqueurs biochimiques, une structuration, en fin de compte, une correspondance entre les différents marqueurs biochimiques et les marqueurs génétiques, d'où l'intérêt de ces approches. Et puis, d'identifier les contributeurs, donc des propriétés entre les ingrédients et les produits. La métabolomique, donc dans ce cas-là, nous a permis effectivement de mieux comprendre en fait le procès et de suivre notamment un peu les principes de la réaction de Maillard, de voir la consommation des précurseurs de type acide aminé et sucre vers des formes bien connues, par exemple de l'acrylamide ou des furanes, qui peuvent expliquer la coloration, qui vont expliquer le développement des arômes. C'est une approche qui a permis effectivement donc d'obtenir des indicateurs de cette transformation et qui permettent aux industriels et aussi bien aux sélectionneurs d'avoir des indicateurs pour suivre la qualité du produit au cours de la transformation. Alors en définitive, l'approche que nous avons menée nous a permis d'identifier donc des métabolites, des minéraux impliqués dans l'amertume, et ce sont des minéraux que l'on retrouve à l'état natif dans la racine et qui nous permettent d'orienter et nous permettent donc de retrouver les génotypes les plus amers dans le cadre des produits finis. Voilà. D'un point de vue marqueur génétique, effectivement, le travail de corrélation et de correspondance a permis d'identifier 9 marqueurs qui sont notamment confirmés être impliqués dans des régions proches des voies de biosynthèse des composés amers, entre autres. Voilà. Alors bien sûr, bon, le projet là avait été réalisé entre les années 2010 et 2015 avec la participation de nombreuses plateformes et de nombreux partenaires que je cite en dessous. Voilà. En conclusion, la métabolomique c'est effectivement un moyen d'exploration, de mesure, comme on peut le voir d'un point de vue chimique, ça permet de décrire la matière avant et puis aussi la matière au cours des transformations. Je disais effectivement, ça permet, c'est un peu un abus de langage. On pourrait parler de chémome pour la matière organique transformée puisqu'elle n'est plus vivante, mais en tout cas, ça permet d'avoir de nombreuses indications dans le domaine de l'agroalimentaire.
Et puis, effectivement, c'est un moyen de caractérisation des matières premières et puis de suivre les processus aussi d'un point de vue sur les apports de connaissances. Comme je citais tout à l'heure sur les réactions de Maillard, c'est des choses qui sont faites justement pour identifier des voies en fait de néoformation qui sont encore inconnues. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est un outil dans ce cadre-là de contrôle et d'amélioration. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Philippe pour la présentation et les rappels qui étaient nécessaires aussi sur l'approche métabolomique et les définitions. Et puis ce bel exemple aussi régional avec la chicorée. Il n'y a pas encore de questions, n'hésitez pas à poser vos questions. On a encore 10 petites minutes aussi pour échanger sur cette thématique vraiment pleine de potentiel autour des métabolites. Je vais peut-être commencer avec une petite question, ça va peut-être en amener d'autres. On parle aussi de foodomique. Qu'est-ce qu'on met du coup derrière foodomique? Vous parliez justement de cette approche qui peut être appliquée à la matière processée non vivante. Est-ce que c'est ça qu'on met derrière du coup? Alors en fait, non, la métabolomique rentre dans la foodomics. La foodomics, c'est un niveau supérieur. C'est un peu comme si on regardait les différents niveaux du vivant quand on cherche à intégrer la génomique, la transcriptomique, la protéomique, la pétabolomique, le phénome, etc. Donc la foodomics, ça relie l'aspect santé, l'aspect technique, l'aspect chimie, l'aspect sensoriel de la science de l'aliment derrière, avec son implication dans l'alimentation, dans la nutrition, même dans le comportement psychologique effectivement des gens. Donc la foodomique, c'est vraiment un ensemble très grand et complet qui peut reprendre la caractérisation de l'alimentation et de l'acte alimentaire. C'est encore plus vaste en fait. Merci. On a une question donc, de Frédéric Bourgault. Bonjour Philippe, merci pour le topo très clair, c'est vrai. Ouais. Alors, par curiosité, je ne serais pas surpris que vous ayez trouvé des acides isochlorogéniques comme facteur important de l'amertume. Ils sont souvent évoqués dans l'amertume du café Robusta, par exemple. Est-ce le cas? Oui. Alors, c'est encore une grande question. On a eu des sorties de variables avec l'acide chlorogénique, mais c'était plutôt un biais de par sa quantité, malgré la correction des données. Et alors au niveau du café, on a goûté les acides chlorogéniques parce que c'était une question qui était en suspens. Donc un jour j'ai été dans le placard, j'ai pris les 1,3, les 1,4, les 1,5, les 3,4, les 3,5 et puis je les ai dilués, je les ai goûtés et après on a refait des tests sensoriels derrière. On n'a pas vraiment trouvé une amertume. Alors je sais pas si alors donc je suis pas un super testeur de l'amertume, je la supporte très bien donc par connaissance des années sensorielles. Par contre, c'est vrai que dans le café, on va retrouver en cours de process, alors pas de façon naturelle, mais des lactones chlorogéniques qui elles ont une activité d'amertume en fait, une activité voilà. Après il y a la caféine aussi qui est et l'acide caféique qui sont largement amers et vu les teneurs que l'on retrouve dans le Robusta c'est probablement ces aspects-là qui sont impliqués. Peut-être la trigonelline aussi d'ailleurs, je crois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques pour aussi conclure ce webinaire? Donc moi, je vous enverrai le lien donc d'accès au replay par mail très prochainement. Comme ça, vous pourrez revoir tout ce qu'on s'est dit. Et puis, vous pourrez évidemment, si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser ou si vous souhaitez poursuivre avec les intervenants, je me ferai un plaisir aussi de faire le lien. On est là pour ça. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, je vais me permettre de conclure ce webinaire qui était très riche en échanges, en remerciant évidemment nos intervenants qui ont pu nous faire un très beau topo complet de tout ce potentiel, mais du coup qui voilà, donne envie de poursuivre et d'aller plus loin. Ça sera peut-être l'objet de prochains webinaires aussi. N'hésitez pas justement à consulter notre agenda sur le site de Clubster NSL pour avoir le plaisir de vous retrouver lors d'un webinaire. Et puis du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis si on n'a pas l'occasion d'échanger, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.